Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout et qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Quand je dis que cette émission reçoit tout le monde, donc là, par là, je veux dire... si vous êtes homme, vous voulez participer à cette émission, bien sûr, vous êtes un homme de culture, un homme politique, un pasteur, un homme de Dieu, un professeur, élite, donc tout le monde est les bienvenus dans cette émission. Venez participer, vous n'avez qu'à appeler sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans et participer dans cette émission pour faire des propositions pour le développement de votre pays. Pourquoi pas? Alors, ce soir, je reçois pour vous un journaliste, un confrère. Il s'agit de M. John Lungila. Bonsoir. Bonsoir Madame Pochot, merci. Comment allez-vous? Pour l'invitation, je me porte très bien. En tout cas, vous n'êtes même plus à présenter, donc vous êtes connu, vu vos posts sur Facebook, un peu taquin. Bon, pas taquin, mais je suis un homme de vérité, surtout quand je suis en train de réfléchir par écrit. Je n'ai pas mal. Mais vous êtes trop critiqué quand même, hein? Parce que vous êtes les critiques, on en a toujours besoin, c'est vrai. FCC. Peut-être c'est excessif de fois, mais bon, c'est important aussi dans la vie. Un homme qui ne sait pas accepter des critiques, c'est un homme qui n'avance pas. Moi, je suis très ouvert. Quand j'écris, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais ce qui est plus important, c'est de dire la vérité. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Eh bien, ok, c'est bien. Alors, John, nous savons, on peut parler du naufrage sur le lac Kivu. C'est vraiment l'actualité. Plus de 150 morts, des biens disparus, mais on n'en parle pas trop à travers nos médias. Et cela est dû à quoi? Bon, déjà, je vais commencer par présenter mes sincères condoléances aux familles. À leurs âmes, nous compatissons. Et deuxièmement, je voulais aussi reconnaître ici au chef de l'État ses souplesses. Il est allé, cette flexibilité, il s'est rendu au pied des victimes et il a aussitôt déclaré un deuil national à travers le pays, ce qui est une bonne chose. Mais, madame, vous savez, si on a l'habitude de fois de fréquenter des véhicules pour effectuer des déplacements, peut-être à longue distance. Mais quand on sait, dans la vie, prendre même l'avion une ou deux fois, quand on sait emprunter même le bateau pour effectuer un voyage, on sait comprendre ce qui peut arriver aux amis victimes d'un crash ou d'un naufrage. Vous savez, le lac Kivu, je l'ai fait en 2006 avec Vital Kamerhe, des Goma à Bukavu, parce que c'était l'unique voie qu'il faut emprunter quand on est à Goma, vu que la voie routière est exposée au risque des attaques des groupes armés. Et vous savez aussi que l'aéroport de Kavumu, je crois, à Bukavu, n'a pas été opérationnel. Même si c'est opérationnel, mais c'est coûteux. Donc la majorité des compatriotes préfèrent passer par le lac Kivu pour atteindre Goma et d'autres coins de l'Est. Malheureusement, sur le lac Kivu, il y a d'abord... je crois un canot rapide, mais c'est coûteux. Il y a un autre bateau, je ne sais pas comment on l'appelle, j'ai perdu le nom, mais ça part à 8 heures pour atteindre Goma, par exemple, le soir. Mais quand on est commerçant, on ne sait pas perdre autant de temps, permettez-moi la tautologie, pour arriver à son lieu d'activité. Malheureusement, les compatriotes ont pris une voie avec beaucoup de risques. Oui, avec beaucoup de risques. Il n'y avait même pas de gilet de sauvetage. Effectivement, je crois que... Une fois, quand nous sommes partis avec Vital Kamerhe... Et les bateaux étaient, il paraît, surchargés. C'est un voie dangereux, le lac Kivu. Surtout quand vous atteignez l'île Idjui. Oui. Parce qu'à côté, il y a le grand lac. Et à chaque fois qu'il y a la pluie, par exemple, vous êtes exposé au naufrage. Je me rappelle bien à l'époque, peut-être que ce n'est pas connu, une partie de la délégation allait être aussi victime du naufrage. Et heureusement, à l'époque, le président Vital Kamerhe avait pesé de tout son poids. Ils ont été secourus grâce à l'hélicoptère de la MONUSCO. Mais oui, parlons-en un peu. Pourquoi on n'en parle pas? Bon, vous êtes journaliste ici chez nous, comparé à ce qui s'est passé à Paris, l'incendie de Notre-Dame de Paris. Vous avez vu les journalistes être mobilisés sur les réseaux sociaux. Il y a même des émissions spéciales par rapport à ça, mais chez nous ici, il n'y a pas trop. Hein. C'est comme si la mort ne disait plus rien. Pas du tout. Le problème, c'est que le journaliste a choisi... Par manque de moyens, hein. Il n'y a même pas moyen que le journaliste se déplace, aille sur place pour couvrir. Donc moi, je crois que ce n'est pas vraiment question de moyens. Parce que nous avons parlé de l'incendie
de la cathédrale Notre-Dame de Paris, oui, on en parle sans partout, effectuer les déplacements. Et voyez ce qui s'est passé, ce qui s'est dit sur Facebook. Oui. Il y a une mobilisation autour de cet événement malheureux. Mais malheureusement, concernant le naufrage, il y a un silence, un désintéressement. Moi, je crois que le journaliste, même pas les journalistes, même le Congolais, parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde est journaliste maintenant. Tout le monde récolte, collecte l'info, traite l'info, diffuse l'info. Mais l'intérêt est beaucoup plus porté ailleurs. On est préoccupé par autre chose. Ou comment? Bon, je suis peut-être tenté de le dire, mais vous savez que Kinshasa, de fois, il est indifférent de ce qui se passe à l'intérieur. Mais je crois que ce sont des choses qu'on doit éviter à l'avenir. Le plus important, c'est que nous en sommes conscients, on en parle déjà. J'ose croire que les habitudes vont changer. Nous allons avoir l'habitude de compatir avec les Congolais, que ce soit qui sont ici à Kinshasa ou à l'intérieur du pays. Oui, on doit quand même s'occuper de nos oignons, hein, de nos affaires internes, c'est plus important. Alors, John Lungila, l'actualité, c'est aussi les revendications de nos confrères du Télé 50. Vous êtes journaliste. Comment voyez-vous la marche de la corporation actuellement? Bon, pour moi, cette marche était inopportune parce que le problème qui se pose est clair. Et ces problèmes ne nécessitaient pas, n'exigeaient pas en tout cas une telle attitude. Parce que c'était d'abord, il faut savoir que c'est un problème interne, Télé 50, des agents qui ont un certain nombre de revendications, qui exigent des choses vis-à-vis de l'employeur. Mais c'est leur droit quand même. Hein? Effectivement, c'est de leur droit de le réclamer, mais la solidarité ici n'est pas la bienvenue. Peut-être le soutien. Les soutiens, il faut aussi savoir le définir. À un malade, on apporte un soutien pour l'aider à trouver la guérison. Mais à un malade, on n'apporte pas une autre maladie. Malheureusement, le soutien est mal défini pour ces cas précis. Jean-Marie Kassamba, c'est un journaliste, comme ses agents le sont aussi. Mais il se pose un problème entre journalistes, même si les uns sont employés, les autres employeurs. Mais il faut savoir comment définir le problème et intervenir sans s'ingérer dans cette affaire. Parce que ces problèmes ont même touché la corporation, il est allé au-delà même de Télé 50. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, il ne fallait pas rester indifférent. Il fallait voir dans quelle mesure il faut intervenir et aider toutes les parties à se mettre d'accord. Moi, personnellement, j'avais commencé par prendre langue avec le président Jean-Marie Kassamba pour lui demander est-ce que c'était possible de rencontrer les revendications des amis. Il a dit oui. Aujourd'hui, le problème lié autour des impayements de salaire est réglé. Mais seulement les amis sont allés au-delà pour exiger son départ. Malheureusement, l'approche adoptée pour y parvenir a été... vous n'êtes pas dans la boîte, hein? Peut-être qu'ils avaient des raisons pour demander à ce que Jean-Marie Kassamba puisse partir. Bon, vous savez, c'est une entreprise privée. Quand on est dans une entreprise privée, vous ne demandez pas le départ du DG, parce que vous ne savez pas les tenants et les aboutissants. Tous les journalistes il a ses parts, des actions. Tous les journalistes de Télé 50 dans cette entreprise ont été recrutés par Jean-Marie Kassamba. Ils ont été formés par lui. Et c'est lui le patron à Télé 50. Peut-être que quand il faut creuser pour savoir si c'est lui le propriétaire ou une autre personne, mais il y a des associés autour de cette entreprise. Mais les collègues ne pouvaient pas prendre les risques de se considérer comme étant des ayants droit. Parce qu'autour de la table de négociation sur les grandes options qu'il faut lever pour l'entreprise, et ils ne prennent pas part. Ils ne sont pas associés. Ils sont pas associés. C'était risquant pour eux d'aller jusqu'à ces stades. Je crains qu'ils puissent perdre leur travail et je crains aussi que le pire puisse leur arriver parce que je ne souhaite pas que les amis qui avaient hier un travail, un boulot puissent le perdre au lendemain. Revenons un peu dans notre monde, là, les journalistes en général, vous reconnaissez au moins que certains journalistes prennent désormais des positions politiques, parfois même dans leur colonne, au mépris de leur code déontologique. Comment trouvez-vous cela? Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de dérapages depuis un certain moment. Notre code d'éthique et de déontologie est foulé aux pieds. Ici, il faut surtout reconnaître que depuis l'avènement des émissions de programmes où le journaliste est intervenant, nous avons constaté que le travail souffre et même notre Bible est malmenée à tout bout de champ.
Et moi, je crois que ici, c'est beaucoup plus la responsabilité d'abord de CESAC, de l'UNPC et d'autres structures de journalistes pour rappeler un peu à l'ordre le professionnel de médias. Ah bon, il est aussi vrai que les ambitions... Est-ce qu'un journaliste peut prendre des positions? Nous voyons aussi peut-être en France, bon, à l'étranger là-bas, il y a des journalistes aussi maison, pro-Macron, il y a pro-Trump. Oui, un journaliste peut prendre de position. Oui. Comme vous, par exemple, la posture que vous occupez dans cette émission vous interdit de prendre position, vous exige l'impartialité, la neutralité, quand vous faites votre travail. Mais moi, je suis journaliste, je suis en face de vous. Ici, je peux donner mon opinion. Ici, je peux dire de manière ouverte ce que je pense peut-être d'une question ou d'un sujet quelconque. C'est vrai, les journalistes, comme un avocat, quand il plaide, il est en serein, il est dans l'obligation de rester dans les exigences de sa profession. Mais quand il est en dehors de sa profession d'avocat, il peut se mouvoir, il peut parler, il peut analyser. C'est comme ça qu'on a des avocats, juristes aujourd'hui, politiciens, on a des médecins qui font aussi la politique, comme des journalistes peuvent aussi faire un peu de la politique. Mais ce que nous sommes en train de déplorer ici, c'est que la profession est réduit un peu. Mais vous avez dit que le journaliste peut faire la politique, tout ça, mais une fois à l'Assemblée nationale, on nous interdit de pratiquer, et pourtant un avocat aussi peut être il peut être député, mais tout en étant avocat et faire son travail calmement, librement. Mais chez nous, on nous interdit. Mais juste parce que nous devons être avec raison, partial. Avec raison, parce que vous ne pouvez pas être député et porter une cause et revenir le soir sur votre propre plateau pour le défendre. Vous savez que notre code d'éthique et d'ontologie nous impose l'impartialité, je le dis ici, la neutralité. Si Mme Pochot... Mais le président de l'INC, Chilunde, je crois, il en a parlé à un moment, de laisser des journalistes libres. C'était son point de vue. C'était son point de vue. Mais ce n'est pas ce que dit notre Bible. Parce que Mme Pochot est députée nationale, il porte une cause au niveau de l'Assemblée. Le soir, parce qu'il a son émission tac au tac, il fait un plateau dans le sens d'influencer l'opinion. Dans ce sens, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et donc, il est tout à fait normal que quand on est déjà député ou on est ministre, on ne peut plus exercer au même moment la profession. C'est bien. Revenons un peu sur Télé 50. Le mercredi 17, les journalistes de Télé 50 ont bénéficié de la solidarité de leurs confrères à travers une marche pacifique. Le propriétaire de Télé 50 devrait désormais choisir entre GMK et les journalistes, selon vous. Mais vous savez, on en a parlé même là, parce qu'il n'est même plus de Jean-Marie Kassamba. Qu'est-ce qui va se passer? La cuisine interne de Télé 50 rapidement nous renseigne que cette entreprise n'appartient pas à M. Jean-Marie Kassamba. Le propriétaire devrait choisir. Le propriétaire, c'est là ce qui se dit, c'est Joseph Kabila. Mais là-dedans, il y a des associés aussi. Je crois que l'opinion, c'est... On va passer au vote. Que cette entreprise... est mis sous la gestion du leadership de Kassamba. C'est grâce à la capacité managériale de Kassamba que cette télévision est vendue, acceptée, même les confrères aussi. Et donc, les confrères, comme je le dis ici, c'est une entreprise privée. Et les amis ne pouvaient pas exiger le départ du DG parce que lors de réunions sérieuses d'orientation de l'entreprise, ils ne sont pas... Mais après leur marche, quand même, ils ont obtenu gain de cause. Non, pas du tout. Au contraire, ils sont toujours à l'extérieur. Ils ont compris qu'ils sont dans le mal, parce que Mme Mouchébek leur a rappelé que c'est une entreprise privée et il ne faut pas que l'État puisse s'en mêler. Ce n'est pas un média public, un des deux. Quand vous êtes dans une entreprise privée, vous devez vous interdire de gérer ils vont perdre leur place. Tout ce que l'État peut faire, c'est d'exiger à Kassamba de payer les arriérés. On a renvoyé la question au niveau de l'inspection du travail. Kassamba estime qu'il doit payer les décomptes finaux de ses agents pour qu'ils fassent route avec d'autres. Tant mieux, c'est une entreprise privée, on ne sait pas. Mais moi, je crois que les amis ont compris. Aujourd'hui, les choses se font à Télé 50 sans eux, malheureusement. Mais je crois qu'il est toujours possible qu'il y ait réconciliation parce que le président Kassamba... on espère seulement qu'il y aura réconciliation. Oui. La situation concerne aussi Digital Congo, RTVS et bien d'autres chaînes. Comment y trouver des solutions? Parce que c'est maintenant partout, RTVS aussi, les gens revendiquent qu'il n'y a pas de salaire, Digital également. Donc... les journalistes, c'est un peu, je vais dire un peu comment négligé ici, dans notre pays.
faiseur de roi, faiseur d'opinion. Mais l'État congolais n'a pas assez d'entreprises pour caser tout le monde, surtout les journalistes. Oui. Et il y a des privés qui ont pris les risques, qui ont pris les initiatives, qui nous ont donné le boulot. Oui. Et je crois qu'ils sont aussi butés à des difficultés. Je crois que c'est possible de voir dans quelle mesure on peut apporter des solutions à toutes ces revendications. Mais je crois que c'est la corporation qui souffre, c'est ma profession qui peine. J'ose croire qu'il y aura un terrain d'attente pour que toutes ces revendications trouvent des réponses sans enregistrer des dégâts ou des victimes. Espérons que toutes ces revendications vont vraiment trouver des réponses. Alors, nous allons marquer une pause pour suivre la directrice générale de la CNSS, Agnès Mouad, qui était face à la presse féminine le mois dernier. Elle a invité la femme congolaise à s'approprier les réformes enregistrées dans le domaine de la sécurité sociale, des réformes qui mettent à égalité l'homme et la femme quant à l'âge de la retraite. Suivez et nous reviendrons juste après. De l'INSS à la CNSS, la réforme aura été de taille. Créé dès 1961, le régime général de la sécurité sociale géré par l'INSS avait bien des faiblesses. Nous avons constaté que le régime général présentait beaucoup de faiblesses et ces faiblesses ont porté préjudice à des prestataires qui sont les employeurs, qui sont aussi les travailleurs et qui sont aussi les travailleurs même du régime général. Cela veut dire que son fonctionnement posait un problème. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous avons remarqué aussi que sur le plan international, la couverture de la sécurité sociale en RDC n'était pas très étendue. Cela veut dire qu'il y avait une faiblesse sur le taux de couverture de la sécurité sociale. Quand on parle de couverture du taux de la sécurité sociale, c'est quoi? Cela veut dire les gens que nous couvrons, que nous prenons en charge. Mais par contre, si vous regardez dans l'ancienne loi, ceux-là qui étaient pris en charge, c'était les gens qui étaient régis par le... À travers la loi promulguée en 2016 et entrée en vigueur en 2018, les règles relatives au régime général de la sécurité sociale apportent des innovations sur la gestion du régime, la couverture sociale, les prestations ainsi que les conditions d'octroi. Agnès Mouad l'a fait savoir à la presse féminine. D'abord, il y a eu l'harmonisation de l'âge d'ouverture des droits. Cela veut dire, dans l'ancienne loi, l'âge d'ouverture de droit était de 60 ans pour la femme et de 65 ans pour l'homme. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir des différences d'âge pendant que nous avons ratifié la convention pratiquement sur l'égalité des chances, hommes et femmes? Mais il fallait se conformer à cette convention numéro 100 pour que l'homme et la femme aient la même chance sur le plan professionnel. Alors, nous avons égalisé l'âge du départ à la retraite. Cela veut dire, pour l'homme et pour la femme, l'ouverture de droit, c'est 60 ans et le départ définitif, c'est à 65 ans. Nous sommes allés encore plus loin. Dans l'ancien régime, on couvrait, il y avait les allocations, donc les branches de pension, il y avait les branches des risques professionnels, branche aussi des allocations familiales. Mais en ce qui concerne la branche des pensions, c'est là où nous vous avons dit que l'ouverture des droits, c'est 60 ans maintenant pour hommes et femmes, et 65 ans vous partez. Cela veut dire que si vous prestez au-delà de 65 ans, la caisse ne peut pas prendre vos cotisations sociales. Donc tout ça, donc on donne la chance aussi aux jeunes d'avoir un emploi. La directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale invite la femme congolaise à s'approprier cette réforme dans le cadre de son autonomisation. Donc voilà un peu le mois de la femme, l'autonomisation de la femme. Nous avons toujours dit que la femme doit savoir entreprendre. Quand la femme ne sait pas entreprendre, quand la femme ne travaille pas, nous risquons de rester toujours dépendantes. Il faut que la femme puisse se libérer. Et la seule façon que la femme ou la jeune fille doit se libérer, c'est accès à l'éducation. Il faut que cette femme puisse avoir accès à l'éducation et que cette femme aussi puisse avoir accès au travail. Et ceux qui n'ont pas accès au travail, ils peuvent entreprendre
pour essayer de rester vraiment indépendante et autonome. La Caisse nationale de sécurité sociale prévoit des actions pour sa promotion, éduquer et informer les employeurs et les assurer sur la prévention des accidents du travail et de la maladie professionnelle. Voilà, je suis toujours avec mon invité, John Lungila. Ben voilà, nous venons là de suivre Madame Agnès Moad, des revendications sur revendications. Maintenant, il y a des réformes, des l'INSS à la CNSS. Il y a des réformes, mais maintenant, l'âge de la retraite, égalité. Bon, c'est quand même une bonne chose. Oui, je crois. Je ne sais pas si vous êtes affilié à la CNSS. Non, pas Elle a même demandé à ce que les travailleurs puissent exiger aux employeurs oui, c'est un travail qu'il faut faire, mais c'est un processus. Il faut quand même préparer sa retraite. Faut parler avec précipitation, au risque de casser du meuble. Mais je crois que ce que Madame est en train de faire est à encourager, parce que moi, je connais Madame Agnès depuis longtemps. Je sais que c'est une dame intransigeante. Quand il s'agit du boulot, il ne fait pas du clientélisme. Je rappelle encore quand elle a licencié, je crois, sa soeur ou de sa famille qui pensait faire des confusions au niveau de l'INSS. Et il a porté haut cette entreprise, aujourd'hui respectée au niveau national. Je crois que le président Félix Tshisekedi en fera chose utile, parce que c'est parmi des mandataires qui se sont Elle va rester ou elle va partir, on ne sait pas encore. Ça dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais je crois qu'elle a un bilan elle mérite d'être encore là. Un bilan positif. Elle mérite encore d'être là pour travailler sous l'impulsion du nouveau chef de l'État. Bien, parlons de Kinshasa. Vous le savez, Kinshasa connaît son nouveau gouverneur au nom de Jantini Ngobila Mbaka, mais il n'a pas bonne réputation. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va marcher? Vous savez, quand il y a élection, surtout des élections précédées par une campagne électorale, les concernés se livrent dans une bataille injuste, de fois mensongère. Tout ce qui s'est dit pendant la campagne, l'objectif c'est de nuire à l'autre, vendre mal l'image de l'autre pour se faire accepter, pour se faire élire. C'est ce qui a été fait pendant la campagne. Est-ce qu'il fallait attendre la campagne électorale du gouverneur pour mettre en exergue mais il était gouverneur à Maïndombe, il n'a pas pu maîtriser quand même. Mais tout ce temps que Jantini était gouverneur à Maïndombe, pourquoi on n'a jamais parlé de cette question? La question de Yumbi s'est posée depuis lors. C'est depuis lors que Jantini fut gouverneur de Maïndombe. Mais pourquoi sa gestion n'a jamais été mise en exergue ou critiquée? Moi, je sais que Jantini Ngobila quitte Maïndombe sans arriéré d'un agent de Maïndombe. Il quitte Maïndombe tout en laissant derrière lui une nouvelle province avec des institutions dûment installées qui fonctionnent aujourd'hui. Les successeurs de Jantini vont trouver une province avec des institutions qui ont des adresses, avec des agents qui n'ont aucun mois d'arriéré de salaire. C'est une bonne chose. Donc c'est vrai, il a bien géré. Yumbi a connu de problèmes sous Jantini, mais ce sont des problèmes qui remontent même de l'époque coloniale. Ce sont des conflits, ce sont des conflits ethniques qui ont existé avant lui, mais ça pétait peut-être sous Jantini Ngobila. Mais il ne faut pas mettre sous le dos de Jantini ces dossiers, parce que c'est un dossier qui doit être porté par l'État. Vous avez vu des émissions. Mais on a crié aussi à la tricherie, corruption, tout ça. Bon, là, la question liée à la corruption, la tricherie, il faut le prouver. Vous savez, on a accusé injustement nos sénateurs de corrupteurs, mais en fin de compte... Mais jusque-là, on n'a toujours pas de suite. On n'a pas toujours trouvé les députés des UDPS, 12 députés qui n'ont pas voté. Ce sont des accusations gratuites qu'on fait juste pour salir l'image et nuire aux autres. Moi, je crois que le gouverneur est déjà là. Est-ce qu'il mérite, sa place? Est-ce que ça va marcher avec lui ici à Kinshasa? Est-ce qu'il pourra vraiment bien gérer? Il y aura une différence parce que les gens disent que c'est Kimbuta. C'est comme si on déshabillait Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Du blanc bonnet, bonnet blanche. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes têtes. Il est important que le gouverneur soit critiqué sérieusement à l'entrée de ses fonctions pour qu'il se rende compte, qu'il prenne conscience des responsabilités qu'il attend. Je crois que Jantini ne sera pas complaisant, il ne sera pas, être exemplaire. Il ne va pas répéter les erreurs commises par Kimbuta, il fera un effort pour aller au-delà
des erreurs commises par Kimbuta pour rencontrer les préoccupations de Kino. Oui, parlons du FCC qui est majoritaire dans les gouvernorats. Cela n'était pas une surprise, hein. Pas facile pour Félix Tshisekedi d'imprimer ses marques. Hein. Non, c'est facile. Je sais que le FCC a raflé presque la majorité de sièges, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au niveau des assemblées provinciales, même au niveau des gouvernorats. Mais je crois que déjà, quand le chef a accepté d'entrer en coalition avec le FCC, je crois que le pays est épargné de toute crise. Ils vont travailler ensemble, ils vont œuvrer ensemble. Au FCC, il n'y a pas que des diables, il y a aussi des Congolais qui méritent la confiance. Non, c'est par rapport peut-être à cette guerre-là. Qui peut faire la différence. Vous avez vu à la tête de l'Assemblée provinciale de ville de Kinshasa, un acteur politique FCC, le pasteur Godin Poy. Oui, on en parle, hein, celui des nouveaux président à l'Assemblée provinciale. Il n'y a pas que de mauvais fruits, il y a aussi des hommes capables, compétents et pris de bons sens de gouvernance qui peuvent faire la différence et marquer. Ensemble, ils vont déboulonner les systèmes. Hein. Le chef l'a dit. Un langage light et qui fait vraiment beaucoup d'encre. Tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'est pas meilleur. On va déboulonner les systèmes. Il faut surveiller tout le monde. Oui, il faut que ce soit au FCC, que ce soit au cash, il y a des Congolais mal intentionnés. Mais le casting peut se faire à tous les niveaux parce que il y a des Congolais qui sont capables, et au FCC, et au cash, et même dans la Mouka. Alors, parlons du nouveau président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy. Lui aussi tape du poing sur la table. Hein. Comment entrevoyez-vous ces relations avec le nouveau gouverneur? Vous savez, Kinshasa avait une assemblée provinciale qui était inexistante sous Kimbuta. C'était une institution qui manquait de crédibilité. Les Kinois n'avaient plus confiance à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. D'ailleurs, la conduite de débat n'était même pas à la hauteur. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on a eu comme l'impression, d'ailleurs c'était la vérité, que l'Assemblée provinciale de Kinshasa était dans la poche de Kimbuta. Il n'y avait plus rien à faire, vous savez ce qui s'est passé là-bas. Et aujourd'hui, avec l'avènement du Godin Poy, je crois qu'il faut faire les choses autrement. Il faut retrouver la confiance du Kinois dans cette institution. Et c'est ce qui a été fait. Moi, je salue aussitôt pris ses fonctions. Il a initié une mission d'audit pour faire une mise au point en termes des agents d'abord, que compte l'hôtel de ville, le bien de la ville de Kinshasa. Vous avez vu tout de suite. Il a fallu qu'il puisse taper du poing sur la planche pour que l'acte fondateur de l'état de droit soit constaté. Ting a été aux arrêts parce qu'il détenait le bien de la ville. D'autres se sont précipités de même pour restituer à la ville ce qui lui appartenait. Donc il y avait vraiment un désordre total alors. Hein? Le désordre était organisé et d'ailleurs c'était une tâche difficile parce qu'il fallait prendre ses risques vu le niveau exagéré, même inquiétante de la complaisance qui caractérisait la gestion de la ville de Kinshasa. Il a même été critiqué, diabolisé. Oui, les gens parlent mal de lui aussi, disent comment il est orgueilleux. Oui, cette question, j'en ai entendu parler. Il y a même des gens qui se sont c'est lui qui va tout changer. Il faut écouter qui critique, qui traite Godin Poy d'orgueilleux. Ce sont des petits messieurs. Moi, j'ai suivi, pour ne pas le citer, un petit monsieur, d'ailleurs, avec un Français à peine parlé, critiquer le président de la ville de Kinshasa. Les gens sont habitués à ça sous Kabila. Je veux dire, je dois d'abord commencer par m'attaquer à la personne qui fait la référence. Rappelez-vous, avec cette initiative de faire gagner à la ville ses biens, il s'est tapé une popularité sans précédent. Même le gouvernement central a emboîté ce pas pour exiger à tous ceux qui détenaient le bien du pays de venir le restituer. Moi, j'étais à Kikwit. J'étais à Kisangani il y a 2 semaines. J'ai vu les gens faire Godin Poy comme un modèle, une référence pour que le bien soit restitué, que ce soit à Kisangani ou à Kikwit. C'était une bonne chose. Mais quand
les gens voient quelqu'un briller, on a l'habitude toujours de dire, bon, il faut attaquer. On peut dire que ce sont des personnes mal intentionnées. Ce sont ces gens qui ne sont pas pour les changements. On a attaqué Godin Poi pour attirer attention parce qu'il va m'inviter dans son bureau, on va parler. Malheureusement, le système a changé. J'ai suivi, c'est que vous dites ici, j'ai suivi un monsieur, je crois Médard Kankolongo, en train de s'apprendre. Godin Poi, c'est un orgueilleux, il exagère. Mais l'orgueil chez Godin Poi, c'est à quel niveau? Quand il dit restituer le bien de la ville, quand il dit celui qui ne restitue pas doit être frappé par la loi. Quand il initie une mission d'audit à la ville de Kinshasa et qu'il constate des agents fictifs, des milliers d'agents fictifs, est-ce que c'est ça de l'orgueil? Peut-être que le français semble être difficile pour certains. Un problème de compréhension. Un problème de communication. Moi, je crois que Godin Poi mérite la protection, le soutien des Mais c'est par rapport aussi à ce qu'avait dit Félix Tshisekedi aux États-Unis, déboulonner les systèmes, qui a créé un buzz, tout un problème. C'était le système et non des personnes. C'est un problème de compréhension. Mais je suis même le Quinois parler des présidents de l'Assemblée provinciale. Moi, je crois que c'est un grand monsieur qui mérite la confiance du Quinois, qui mérite le soutien et l'accompagnement du Quinois. Nous, on est de Kinshasa, on attend le gouvernement provincial. Dans l'avenir, il faut faire avec Godé. Avec Godé et Mbaka, Gentilly, ça va bien se passer, je crois. Ben oui, ok. Parlons de Félix Tshisekedi en tournée. Il était en tournée à l'intérieur. Je crois qu'il est toujours à l'intérieur du pays. A pris certaines mesures dans l'est du pays, certaines mesures pour sécuriser les pays. Par exemple, la suppression des détachements militaires dans les sociétés minières. Comment trouvez-vous cette mesure? Bon, moi je crois que c'est une bonne décision. Je crois que le chef de l'État travaille en fonction de rapports que nous présentent ces différents services. Et je crois que ces décisions ne sont pas... Il est difficile d'interpréter à la minute les décisions que prend le chef de l'État. Peut-être qu'avec le temps, on va comprendre petit à petit ce que veut le président Félix. Mais ce qui est plus important ici, le président, il doit faire profil bas dans certaines prises de décisions. C'est vrai on nous signale que nous n'avons plus assez de minutes. Il mérite pour le moment le soutien des Quinois, des Congolais aussi. Souhaitons-lui bonne chance parce que si ça marche, c'est tout le monde qui va s'y répondre. Mais à Beni, la population lui a demandé pardon. Peut-on dire que c'est parti pour sa reconnaissance nationale? Bon, c'est la démocratie. Je crois que Beni devait s'assumer dans son choix. Je suis content que le président a aussi compris que c'était une expression démocratique. Il doit beaucoup à Beni qui ne lui a pas voté massivement. Il doit comprendre que Beni lui veut beaucoup, est trop exigeant à son égard. Je crois qu'il en tiendra compte. Ça ne sera pas un règlement de compte, mais ça sera une compréhension dans le sens de rencontrer les préoccupations de Beni pour que s'il doit revenir au prochain mandat, que Beni puisse exprimer ce pardon autrement à travers les urnes. Parlons rapidement, bientôt là, nous aurons le président de l'Assemblée nationale, et puis le gouvernement que Félix doit rapidement quand même... ça traîne, bon, il est tellement appelé par-ci, par-là, tout ça, mais rapidement, que souhaitez-vous comme... Bon, je ne sais pas, comme Premier ministre par exemple, est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? On a un chef de l'État qui est cache une épaisse. On a un président de l'Assemblée nationale qui sera sûrement FCC. Quel Premier ministre Je crois que c'est important qu'on donne la primature à l'UNC. À mon humble avis, c'est possible. Il suffit seulement qu'il y ait une volonté politique, que Kamé puisse être nommé Premier ministre, ça sera une bonne chose. Ça va faire l'équilibre. Vous voyez, au niveau des institutions à la tête, nous avons qui? Et même les côtés géostratégiques. Je crois que c'est important que Kamé puisse être qu'on confie la primature à Vital. Et je crois que ça sera un choix judicieux. Et vous êtes d'accord pour le choix de Mabunda comme président et Kabound vice-président? On verra comment ils vont faire, mais je crains beaucoup parce que je connais les tempéraments de Mme Mabunda et même de Kabound. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment à l'Assemblée. Je crains que l'arbitrage soit mal choisi pour que le biceps puisse gagner en lieu place
de la tolérance, de la démocratie. Espérons que ça va aller. L'élection, c'est déjà le mardi. Hein? Le mardi. Bonne chance. Le mardi. Bonne chance, en tout cas. Alors, pour finir, dernière question, ça sera seul face au miroir. John Lungila, quelle solution proposez-vous pour le développement de notre pays? Ça sera tout de suite dans notre rubrique seul face au miroir. Et nous reviendrons juste après. Bon, je crois que le développement, c'est un processus. Et pour développer le Congo, pour que le Congo se développe, cela passe par un travail collectif. Un travail qui va partir des animateurs, qui va ensuite prendre les administrés, le peuple congolais et les personnes qui seront recrutées à cet effet. Mais cela passe aussi par un travail sérieux, la prise de conscience. Vous savez que le Congo, c'est un pays post-conflit. Il n'y a pas de développement s'il y a instabilité politique. Moi, je crois qu'à mon humble avis, d'abord, la stabilité politique est un élément fondamental pour s'élancer vers les développements dans notre pays. Et cela passe aussi par le respect de règles, de principes aussi, la Constitution par exemple, et d'autres lois du pays, mais également par le respect des animateurs des institutions. On ne saura pas atteindre le développement si le chef de l'État n'est pas respecté, si le Premier ministre n'est pas respecté, son gouvernement, ses ministres, si le président des assemblées provinciales, les gouverneurs et autres personnes à qui on a confié la gestion des institutions ne sont pas respectés. C'est la confiance, la complicité entre les institutions, ces animateurs et les Congolais qui fera en sorte que le développement soit possible et même remarquable. Et donc pour moi, j'estime que le développement au Congo est un élément majeur, mais pour l'atteindre, il faut passer par la stabilité politique tout d'abord, et ensuite le respect des animateurs des institutions et la prise de conscience collective de tous les Congolais. Alors, John Lungila, quel effet ça fait de parler devant un miroir? Bon, je me suis miré même ce matin. C'était pour voir si j'étais beau ou pas. Mais s'il faut que je puisse me mirer pour dire, c'est qu'il faut pour que mon pays atteigne son développement, je crois que la paix règne, parce que la stabilité politique, elle est le socle de tout développement. Que la paix règne, vous venez de le dire, par rapport aux prophéties de... J'allais quand même oublier, ça fait de buzz, hein, la prophétie de Walesa. Moi, je ne crois pas aux prophéties. Oui. Je ne crois pas aux prophéties. Et je crois que si... il y a même en Bushima, il y a des militants de l'UDPS qui veulent casser les églises. Il fallait procéder. Oui. Il a marchandé un peu cette prophétie. Et je crois que si il y a des représailles... Mais c'est cela même la démocratie, n'est-ce pas? Non, non, la démocratie a ses exigences. Et là, le pasteur Walesa a péché. Et je crois que même Dieu qui lui a confié, si c'est vrai, cette prophétie le regrette aussi. Ce n'était pas la personne appropriée parce qu'il ne savait pas comment transmettre cette prophétie. La transmission a tout gâché et il va assumer s'il y a représailles. Un mot de la fin, John Lungila, et merci nous avons l'invitation. Je crois que nous devons faire confiance aux institutions et aux animateurs de ces institutions. Arrêtons d'insulter ou de vilipender ces animateurs. Faisons confiance. Et je m'instruis en faux contre tous ceux qui passent sur le plateau de médias pour insulter les animateurs. On leur doit beaucoup de respect et de considération parce que l'avenir du pays dépend d'eux. Ça sera tout, John Lungila. Merci d'être venu. Merci pour la... Je rappelle que je recevais pour vous ce soir Monsieur John Lungila, qui est journaliste, mon confrère, avec qui je travaille ici à Congo Web. Merci d'être venu, en tout cas, merci de répondre à mon invitation. Merci. Et ça sera tout, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.